Le naufrage du Ravenel est un des faits divers les plus meurtriers de l'histoire de la pêche française. Il reste à ce jour inexpliqué. On n'a jamais pu dire il est arrivé ceci, il est à tel endroit. On en est encore à se poser des questions. En 1962, dans les eaux de l'Atlantique Nord, un chalutier disparaît. 15 marins à bord et aucun survivant. Ça devait être terrible, quoi. Parce que quand ça se passe comme ça, les gens se voient partir. Un drame qui hante encore les quais de Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel français aux portes du Canada. Il y a quand même des choses bizarres, des choses qu'on ne voulait pas nous dire, on ne voulait pas nous montrer. Des marins disparus. Une épave introuvable. Et 53 orphelins qui cherchent à comprendre aujourd'hui ce qui s'est passé dans ces eaux que se disputent la France et le Canada. C'est sûrement des choses que nous on ne sait pas, puis d'autres ils savent, je ne sais pas. Hein. C'est un mystère pour sûr. C'est le seul bateau d'ailleurs où on n'a rien trouvé, même pas une botte, il y avait même un chien à bord. Rien retrouvé. Pourtant un chien, ça nage. L'océan conserve dans ses fonds les traces d'un mystère qui dépasse largement la simple infortune de mer. Quand ils découvrent Saint-Pierre-et-Miquelon, les premiers pêcheurs basques, bretons et normands décrivent tous la richesse de ces ressources marines. La rencontre du courant du Labrador avec les eaux plus chaudes du Gulf Stream fait de cette zone un des endroits les plus poissonneux du monde. Pendant des siècles, l'activité économique de l'archipel ne tient qu'à ses filets, ses matelots, ses morues et ses bancs de pêche. Sur l'île, tous les hommes connaissent des marins et les marins connaissent tous les bateaux. En 1962, les 6000 habitants vivent tous ou presque de la pêche qui peu à peu s'industrialise. À Saint-Pierre, la SPEC, la Société de pêche et de congélation, fer de lance de l'activité locale, a une usine de farine de poisson et plusieurs bateaux, dont le Ravenel. André Autin était, à l'époque, mécanicien sur les chalutiers. Son frère aîné travaillait à bord du Ravenel. Tout était basé sur la pêche, il y avait du travail en quantité. En plus, il y avait beaucoup de pêche, donc il y avait beaucoup de livraisons de bateaux étrangers sur Saint-Pierre. Les dockers marchaient, tout fonctionnait à merveille. Tous les 2 jours ou 3 jours, il y avait un navire qui rentrait avec sa livraison. Et puis l'usine tournait, c'était rare qu'il y avait des arrêts, à part pendant l'été où il fallait faire l'entretien des chalutiers, quoi. Capitaine de pêche pendant toute sa carrière, Jean Le Bailly se souvient du port de Saint-Pierre et de l'activité qui y régnait. C'était rempli de bateaux français puis espagnols, surtout après. On a eu toute la flotte espagnole pendant des années. On a eu les Espagnols, les Coréens, les Allemands. Le port était... Les bateaux attendaient pour rentrer. Dimanche 21 janvier 1962. Un dimanche d'hiver comme un autre. Le Ravenel s'apprête à partir pour une campagne de quelques jours.
Pour le capitaine Adrien Filly et ses 14 marins, les derniers préparatifs relèvent presque du rituel. Comme à l'accoutumée, le capitaine embarque son chien à bord. Marie-Thérèse Fouchard, la belle-sœur du capitaine, assiste sur les quais à ce qui sera le dernier départ du Ravenel. Le capitaine du bateau avait son chien toujours qui naviguait avec lui. Et le chien ne voulait pas monter à bord du bateau. Il était obligé de descendre sur la cale pour prendre le chien, pour le monter à bord du bateau. Plus personne ne reverra le Ravenel. Dans la flotte de la SPEC, c'est le bateau le plus récent. Il entame en cet hiver 1962 sa deuxième campagne de pêche seulement. Au 6e jour de mer, le capitaine Adrien Filly effectue sa liaison radio habituelle. RAS. Rien à signaler, si ce n'est des filets pas remplis à la hauteur des espérances. Le poisson se fait rare, bizarrement. À bord, le père de Sybille Olano était matelot. Sybille avait 10 ans à l'époque. Aujourd'hui, il est président de l'association des orphelins du Ravenel. Quand il a parlé le 27 au matin, il était sur le Grand Bond. Il était à 150 000 d'ici. Il avait presque peu pêché, il avait 40 tonnes de poissons à boire. Donc 40 tonnes de poissons, c'est pas beaucoup pour un chalutier qui faisait 100 tonnes. Donc ça fait peu de poissons dans la cale. Au milieu des 30 Glorieuses, la pêche est devenue une activité industrielle en quête de productivité. Dans les eaux de Saint-Pierre et Miquelon, comme ailleurs, les bateaux doivent tout faire pour rentrer les cales pleines. Et quand les filets ont fait quelques remontées à vide, le capitaine peut encore sauver sa campagne en tirant quelques traits ailleurs, sur un autre banc de pêche que celui initialement prévu. Mais encore faut-il avoir suffisamment de fioul. Car souvent, les bateaux partent avec le minimum nécessaire. Moins de fioul à bord, c'est la possibilité de charger un tonnage de poissons supplémentaire. L'activité de pêche est un pari pour le capitaine. Un juste équilibre à trouver entre fioul embarqué et poissons à chaluter. Lorsqu'il a parlé le soir à 17h15 avec le galanterie, il a dit qu'il avait environ 50 000 livres de poissons dans la cale et qu'il venait sur le banc de Saint-Pierre pour essayer de faire quelques traits avant de rentrer. J'étais à la timonerie avec M. Raymond Hurel quand ça s'est passé. Et bon, il a dit, on se rappelle demain, mais le lendemain matin, un manque de peau, nous, on n'était pas à l'écoute. La nuit tombée, les conditions de navigation se corsent. Les icebergs déjà, et pour ne rien arranger, la neige. La visibilité devient mauvaise, et le Ravenel doit affronter un vent soufflant à plus de 120 km/h. Il y a un capitaine de chalutier de Fortune Star qui a dit à un capitaine ici qu'il avait passé le Ravenel en travers de Saint-Laurent, puis qu'il était couvert de glace. Ils disent qu'ici, les conditions de son chargement au moment de sa disparition, telles qu'elles peuvent être estimées à partir des éléments connus, permettent de penser que sa stabilité était faible, encore que suffisante. Il faut supposer que cette stabilité soit devenue dangereuse à cause d'une importante accumulation de glace sur les superstructures, de l'ordre d'une 40aine de tonnes au moins. Donc ça fait beaucoup de glace dans la superstructure.
La glace, à même le bateau, est parfois bien plus dangereuse encore que les icebergs. Autour des superstructures, des étais, des mâts, des antennes et des câbles, des masses considérables s'accumulent sur le Ravenel. Le bateau peut se retrouver alors en déséquilibre dangereux, se transformer en simple culbuto. Bernard Gérardin a navigué sur le Ravenel lors de sa première campagne de pêche. L'hiver, on a toujours du gros mauvais temps, hein. C'est de la glace, les bateaux font énormément de glace, hein. Vous faites route sur des grands ponts, vous arrivez au Bonne Saint-Pierre, c'est la glace, et ça va vite, hein. Je peux vous dire que vous avez un mode bateau, il est gros comme ça, et 5 heures après, vous ne pouvez pas faire le tour avec vous, hein. Moi, j'ai vu casser la glace, tous les 6 heures, nous, on cassait la glace, hein. Le danger est partout. Quand ce n'est pas la glace, il faut observer les basses, ces rochers affleurants qui jalonnent les côtes. L'endroit est réputé pour être le plus grand cimetière marin d'Amérique du Nord. Les meilleurs capitaines y ont perdu leur réputation et leurs illusions quand ils n'ont pas tout simplement péri à la barre. Si les naufrages se comptent ici par centaines, celui du Ravenel reste le plus meurtrier. Il fallait toujours avoir du lest, soit de la glace, soit du mazout, soit du... Mais c'était, comme je vous dis, c'était un très bon bateau. Nous, on n'a jamais eu de problème. Concours malheureux de circonstances, en tirant ses traits pour traquer quelques morues supplémentaires, le Ravenel a épuisé ses réserves de fioul, allégeant ainsi sa partie la plus basse. Les femmes de marins attendent le retour du chalutier avec une pointe d'impatience qui va vite tourner à l'inquiétude. André Poulard et Irène Olano ont toutes les deux perdu leur mari à bord du Ravenel. Il avait le quai qui était un peu devant mes fenêtres, là, et on voyait le mât du bateau quand il rentrait. Et toute la matinée, je regardais, je disais, tiens, aux enfants, papa va bientôt rentrer. Et là, vraiment, c'est là que j'ai commencé vraiment à me dire, qu'est-ce qui se passe, quoi. Une semaine après avoir pris la mer, le Ravenel lance un dernier appel radio au Galanterie, un autre bateau de la SPEC qui pêche également sur zone. Dernier signe de vie, mais signe d'abandon déjà. Quand on regarde le rapport, le dimanche 28 à 9h30, il appelle le Galanterie, mais aucune réponse, pas de communication. Mais le directeur technique de la SPEC a entendu et reconnu l'appel du Ravenel. Mais il n'a pas pris l'appel, lui. En tant que directeur, il aurait pu prendre l'appel pour savoir où était son bateau. Et d'autres bateaux l'ont entendu, et puis à Saint-Pierre, les stations l'ont entendu, mais personne n'a pris l'appel. Dès lors, il n'y aura plus la moindre communication avec le Ravenel. Un silence de mort inexpliqué qui hante encore la mémoire des familles. Ça m'arrive même la nuit de me réveiller, puis de penser souvent à, quand je vois mon gendre en face, que je me demande vraiment si c'est possible. À 30 ans, vous imaginez. Laisser une petite fille de 6 ans, un gars qui était plein de santé. En langage de marin, le Ravenel est un bateau neuf. Il a été construit dans les chantiers de Saint-Malo il y a moins de 2 ans. Comme les autres chalutiers de la SPEC, c'est un pêche latéral, comme on dit, un classique. Mais c'est le seul français de la flotte. Les 3 autres sont hollandais, achetés d'occasion près d'Amsterdam. On ne déplore aucun accident sérieux sur ces bâtiments construits pour durer. Le Ravenel, lui, n'a pas de passé, pas d'histoire à partager avec son équipage qui le découvre tout juste. On est venu de Saint-Malo jusqu'à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. On avait mis 12 jours ou 13 jours, je ne me souviens plus.
exactement. Et c'était un bon bateau, mais c'était pas du tout les mêmes constructions, quoi. Plus volage, plus léger. C'est plutôt un bouchon sur l'eau, alors il fallait toujours qu'il soit bien, toujours un peu bien lesté pour que tout se porte bien, quoi. Il n'était pas sûr qu'il n'était pas lourd, mais enfin, c'est pas suffisant pour dire il n'avait pas de stabilité. C'est pas possible. Le bateau, c'est un bon bateau. Hein, il avait de la puissance. Il faisait 12 nœuds au moins, 12 nœuds 5. C'est celui qui avait le plus de puissance parmi nous. Du plus récent. Mais avant même de prendre la mer, le Ravenel a été au centre d'une controverse qui a surpris les marins eux-mêmes. Et je ne sais pas du tout pourquoi ils ont changé tout d'un coup comme ça, après avoir acheté tous ces bateaux-là en Hollande. Je ne sais pas. Le compte-rendu du conseil d'administration de la SPEC, qui a précédé l'achat du bateau, témoigne d'un débat agité. Le chalutier français est-il plus marin, meilleur pêcheur, plus maniable, plus résistant que ses concurrents hollandais? Joint par téléphone, René Dagor, responsable technique de la SPEC, se souvient encore des circonstances dans lesquelles le Ravenel a été acheté. On a accepté ce qu'on nous a obligé de prendre. On voulait continuer à utiliser les chalutiers qui avaient donné satisfaction. Mais on ne voulait pas changer, mais on nous a un peu forcé la main pour choisir le chantier de construction. René Dagor souligne aussi qu'à l'époque, il avait émis d'autres réserves. La coque a été conçue pour recevoir un moteur de 4 cylindres. Il est donc à craindre que son adaptation aux 8 cylindres modifie un peu son assiette, un léger défaut étant déjà à signaler dans les formes de carène, à l'arrière. Lors de ce même conseil, les remarques de la direction de la SPEC sont parfois troublantes. Le chalutier terre-neuvien Blue Wave, lequel a fait naufrage récemment, était construit de façon similaire, ce qui le rendait extrêmement rapide, mais aussi extrêmement dangereux. Alors que la sécurité, la raison et même le coût, qui est inférieur de 13 millions de francs, aurait dû pousser la SPEC à acquérir une fois de plus un chalutier hollandais, le choix s'oriente finalement vers le Ravenel. Et peu importe les réserves sur les qualités du bateau. Passionné d'histoire maritime et auteur de plusieurs ouvrages consacrés au naufrage dans la région, Jean-Pierre Andrieux se souvient des sister ships anglais du Ravenel, ces bateaux jumeaux bâtis selon les mêmes plans. Les chalutiers construits en Grande-Bretagne de ce même style, les chalutiers classiques, avaient des problèmes de stabilité parce que il n'y a pas eu qu'un Ravenel, il y a eu les deux de Grand Bond, le Blue Mist et le Blue Wave, qui ont coulé à cause de la glace. Mais je me souviens, moi, je crois que c'est le Blue Mist ou quelque chose comme ça. Nous, on revenait des Grands Bonds, puis lui rentrait, je crois, et nous, on partait sur les Grands Bonds. Et il y avait de la glace, et je parlais à un autre capitaine, là, il dit qu'il n'arrivait plus à casser la glace, et puis ils l'ont jamais retrouvé, il a disparu. Hein. Définitivement, le Ravenel est mal né. Mais à Saint-Pierre-et-Miquelon, personne ne le sait encore. Ces sister ships français, le Matelot et le Moros, construits dans le même chantier de Saint-Malo, font eux aussi naufrage au large des côtes bretonnes au début du mois de janvier 1962. Il y avait à ma connaissance le Matelot et le Moros. Il faudrait rechercher qu'est-ce qu'ils sont devenus exactement, parce qu'on a dit que l'un des deux avait chaviré. Ça reste à vérifier. Série noire, bateau maudit. Le destin du Ravenel semblait fait pour être tragique.
C'est-il qu'il y avait un vice du bateau et puis qu'ils n'ont pas voulu le dire? Je sais pas. Et Sibylle, il me dit ça. De toute façon, il y a quelque chose qui est pas net dans l'histoire. En 1962, Étienne Rebmann était mécanicien dans la marine marchande. Il partageait souvent ses impressions de navigation avec son frère, matelot sur le Ravenel. Il m'avait fait une lettre pour m'envoyer. Et sur sa lettre, il disait que le bateau-là était pas bon à la mer. Qu'un jour, il se lavait avec. Mais c'est la vérité aussi, parce qu'il est parti avec. L'inquiétude a désormais gagné tous les foyers. Une tension grandissante entoure les silences du Ravenel, parti depuis plus d'une semaine. J'avais une radio, une grosse radio à l'époque, parce qu'on n'avait pas tous des... les bateaux parlaient dessus. Et j'ai entendu l'interprète qui disait « C'est curieux comment le Ravenel ne donne pas de signe, quoi. » J'ai commencé à paniquer, là, vraiment. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Et je suis courue au bureau, là, ici, marché de Jardin, qui m'a dit, écoutez, dès qu'on aura quelque chose, on vous prévient. C'est le lundi 29 janvier au plus tard que le chalutier doit rentrer à quai pour livrer sa marée. Mais ce jour-là, le Ravenel manque à l'appel. À terre, l'hypothèse d'un naufrage court dorénavant sur toutes les lèvres. Disant qu'à la timonerie, il y avait quand même des appareils nouveaux qui pouvaient émettre un signal. C'est ce que ma mari m'avait dit. Ça s'était modernisé et ils pouvaient envoyer un signal quand même pour prévenir s'il leur arrivait quelque chose. Je ne sais pas. Puis là... Moi, il ne parlait pas de ça, mais... Ah si, moi je sais bien qu'il m'avait dit ça. Trop léger en cale, avec peu de poissons pêchés et des réservoirs de fioul presque vides. Peut-être surmotorisé dans de mauvaises conditions météorologiques. La thèse d'un chavirement rapide du Ravenel prend corps. Ils n'ont pas eu le temps de lancer un SOS, de faire un appel. Ça a dû être quelque chose de très brutal, quoi. Soit renversé ou soit buté dans un rocher ou quelque chose comme ça. Ou et peut-être aussi, vu la glace, peut-être aussi faire tonneau, ou on peut tout supposer. Quoi. Moi, je suppose qu'ils ont chargé de glace énormément, mais ils se sont dit, c'est pas la peine qu'on casse la glace maintenant, on va rentrer, on va être là dans peu de temps. Donc, la surcharge de glace l'a fait se retourner. Ça a dû être terrible, quoi. Parce que quand ça se passe comme ça, les gens se voient partir. Hein. Tout est fermé, toutes les portes étanches sont fermées. Quand arrive un pépin comme ça, on doit se voir partir d'un coup sec, quoi. Vraiment. La SPEC ne tarde pas à organiser les recherches. Les autres chalutiers de la compagnie se déroutent et balaient toute la zone. En vain. Aucune trace du Ravenel. J'avais mon frère qui était sur le chalutier, quel chalutier il était, Henri? Croix de Lorraine, je crois. Et il faisait partie des bateaux qui faisaient tout le tour. Et à chaque fois, il disait comme ça, j'aurais tellement voulu te ramener quelque chose. Malheureusement, il n'y avait rien. On n'a jamais rien su. Créée en 1951, la SPEC est une société d'économie mixte détenue majoritairement par l'État français.
À chaque conseil d'administration, le représentant du ministère de l'Outre-mer rappelle que l'engagement du gouvernement est là pour soutenir la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon. Depuis sa création, la SPEC a bénéficié de la générosité continuelle de la métropole. Il serait donc mesquin et maladroit que la société favorise la construction étrangère, surtout au moment où une grave crise sévit dans les chantiers navals français. La SPEC n'a pas le choix. La raison d'État l'emporte sur la raison des marins. Pourquoi changer? C'était forcé par le gouvernement qui a imposé plus ou moins ce chalutier parce qu'il avait besoin de donner du travail à un chantier de Saint-Malo. Un choix politique et stratégique appuyé par le représentant du ministre de l'Outre-mer. Compte tenu des difficultés rencontrées actuellement par les parlementaires qui s'efforcent d'obtenir de la métropole un complément de subvention pour le territoire, lorsque le ministère des Finances apprendra que la SPEC a choisi un navire hollandais, la tâche de nos représentants n'en sera certainement pas facilitée. Il y a eu un forcing de fait par le gouvernement français en disant à la SPEC, si vous n'achetez pas un chalutier à Saint-Malo, vous n'aurez pas la subvention ou ceci ou cela. Alors on les a plus ou moins forcés. Et contre l'avis des dirigeants de la société. Naturellement, on touchait une subvention, donc il était normal que ce soit construit dans un chantier français. Et c'était pas notre choix. Avec la disparition du Ravenel, la SPEC, qui avait commandé un deuxième chalutier au chantier de Saint-Malo, va faire marche arrière. Toutes les hypothèses qui ont pu causer le naufrage du chalutier Ravenel sont étudiées. Il semble que le plus valable serait un chavirement du navire. Comme ils avaient mis en construction un chalutier, un autre chalutier comme le Ravenel, à Saint-Malo, qui s'appelait le Rodrigue. Donc ils pensent le remplacer par un navire de type différent. En raison du climat qui règne actuellement dans le territoire, principalement parmi les marins, l'exploitation d'un tel navire présente beaucoup de difficultés. Ils annoncent qu'ils vont le vendre et puis qu'ils vont s'orienter à acheter un autre chalutier du côté de Hollande. Le directeur général appuyant sur le fait que ce genre de construction s'avère ne pas convenir pour nos eaux. Pour les familles, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Si la responsabilité de la SPEC n'est pas directement engagée dans le naufrage, l'annulation de la commande prouve a posteriori que le Ravenel était bien un bateau peu adapté pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres constructions de fait à Saint-Malo. Non, non, il n'y a pas eu Ah, il y a d'autres pas eu après. d'autres. Non. Vous savez, Ils en ont eu assez. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de silence de fait autour aussi. Enfin, je sais pas. De toute façon, maintenant, ce n'est pas les responsables qui vont nous dire ça, parce qu'on ne peut pas parler de ça aussi. Je voudrais bien voir les papiers de chez Gérard. Faut mieux pas. Hein? Faut pas en parler de ça. Oh non, mais ils sont empochés magot, eux autres. Ah. Pour les familles, la disparition du Ravenel dépasse la simple infortune de mer. Elle ne dépose pas plainte, mais soupçonne l'armateur de cacher quelque chose. Pour faire marcher l'assurance, déclarer un simple naufrage plutôt qu'un vice de construction. La société, elle, c'était, je ne sais pas si c'était pour des assurances peut-être, ou d'autres choses que nous on ne connaît pas, qu'ils n'ont pas voulu divulguer tout ce qui s'était passé. Peut-être qu'eux-mêmes, ils savent, les anciens directeurs, ils savent où est l'épave. Mais bon, les assurances, vous savez, ça, des fois, il ne faut pas trop en dire. Hein. Sinon, si on en dit trop, on ne la touche peut-être pas. Le naufrage du Ravenel est classé accident du travail. Et à ce titre, les familles ont touché des indemnités. Mais on raconte sur les quais
qu'elle serait en droit d'attaquer la SPEC et de réclamer un dédommagement supplémentaire. Monsieur Viennen, qui était maire à Saint-Pierre, il m'avait dit, vous savez, Irène, quand on trouvera le bateau, vos enfants seront riches. Mais nous, on ne demande pas d'argent. Hein? On ne demande pas d'argent, on ne demande rien. Non, C'est je savoir sais bien. où ils sont. C'est pas. Je lui ai dit, il y a autre chose à penser que ça. C'est savoir où il est pas. C'est tout ce qui compte pour nous. Mardi 30 janvier 1962. Cela fait 9 jours maintenant que le Ravenel a quitté Saint-Pierre. Une alerte générale est déclenchée dans la région. Des bateaux canadiens sont réquisitionnés pour participer aux recherches. Mais toujours aucun résultat. Moi, j'ai jamais cru aux fusées, moi. Nous, ça, on a entendu ça aussi. Hein? Oui, on avait entendu ça qu'il y avait eu des fusées. Mais... Oui? Des fusées au bout de l'île aux marins, tiens. J'ai jamais cru ça, moi. Vous savez, Et là- les bobards à Saint-Pierre, ça va vite. Bah, hein. C'est comme oui. dans toutes les petites villes, quoi. Chacun y met un petit peu de son morceau, on peut dire. Et puis, il n'y a jamais eu rien de concret, quoi. En tout cas, ils sont jamais revenus. Et puis ici, après, on avait entendu parler d'un bateau qui était rentré à Saint-Jean, qui avait fait abordage, qui avait des marques de peinture sur sa coque, et qui serait rentré à Saint-Jean. Donc ma tante, Laïtan, a écrit au capitaine de port de Saint-Jean, qui a fait réponse qu'à cette époque-là, il n'y avait jamais eu de bateau qui était rentré, même en cale sèche, avec des réparations sur la coque, ni des traces de peinture, ni rien, entre le 27 janvier puis le début de février. Le mystère reste entier. Jusqu'au 2 février 1962, où des débris identifiés comme appartenant au Ravenel sont retrouvés sur la plage de Loris à Terre-Neuve, juste en face de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une bouée, une chaussure et une porte en bois sont enfin rejetées par la mer. L'hélicoptère de la même localité a remarqué des traces d'huile sur la mer près de terre. Voilà, donc ça peut concorder. En général, quand un bateau coule, il y a toujours une nappe d'huile qui s'échappe. Avant son dernier départ, le Ravenel avait subi de menues réparations. Clément Lévesque, charpentier de marine, s'en était chargé. La porte de la passerelle, c'est moi qui l'ai reconnu, identifié, puisque j'avais fait une réparation dessus. Et puis je disais, je reconnais, c'est mon travail. Mais la porte, elle a disparu de tout le monde. Il n'y a plus de porte. La thèse d'un naufrage près des côtes de Terre-Neuve semble plausible. Mais des éléments troublants viennent jeter un discrédit sur les recherches menées jusque-là. On est venu me voir pour aller identifier un corps à Terre-Neuve. On m'avait expliqué un peu comment était le corps. Et j'ai dit, bon, ben oui, je vais y aller, parce que je connaissais une personne qui avait des marques comme ça sur le corps. Et le lendemain matin, c'est-il que j'en avais déjà trop dit à la personne? Le lendemain matin, on m'a dit, ben non, c'est plus la peine, ne te dérange pas, le corps on a été identifié, c'est pas une personne du Ravenel. Donc bon, ben, ça s'est arrêté là, quoi. À Saint-Pierre, on se prend alors à penser qu'il s'agit d'une affaire d'État. Ma mère avait été voir le directeur de la SPEC pour voir les objets qui avaient été trouvés.
Et puis ils n'ont jamais voulu leur montrer non plus. Puis après, ça a disparu. Donc on les a jamais vus. Les débris du Ravenel, retrouvés à Terre-Neuve, puis rapatriés à Saint-Pierre, ont disparu dans les bureaux de la SPEC. Comme s'il fallait empêcher les morceaux d'épave de parler. Pour René Dagor, directeur technique de la SPEC, les souvenirs se sont brouillés. Bon, je suis pas au courant de ça. Je sais pas où c'est. Je voulais pas les voir, de toute façon. C'est trop pénible. C'est des preuves, c'était quand même... il aurait fallu que ça soit mis sous CD. C'est des choses importantes quand même, quand on retrouve d'un naufrage. Et puis là, soi-disant que tout a disparu, il n'y a plus rien. Toutes les pièces qui ont été trouvées, ça a été caché. Après, ils ont été jetés à l'incinérateur, alors qu'on aurait pu les avoir au musée, ça aurait été quand même un souvenir. Et par les temps qui courent, sur des chaussures, on aurait pu faire des tests ADN, voir si vraiment ça venait des personnes de l'équipage, et ainsi de suite. C'était quand même important de conserver ces pièces à conviction, là. Deuil impossible, mis à l'écart et non dit. Les familles n'en ont pas fini avec leur douleur. On a toujours quelque chose qui nous freine. Alors, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Nous, on veut pas aller en justice ni rien. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est où il est, le bateau, et puis faire notre deuil, point. Avec la mer pour seul horizon, les familles comprennent que les leurs puissent disparaître. Mais elles n'acceptent pas que les recherches ne soient pas menées avec tous les moyens et le sérieux nécessaire, alors que la catastrophe reste un des plus importants naufrages de la pêche française. Il avait 21 ans. Là, il est avec son petit filleul, parce qu'il était fiancé, donc on l'avait pris pour parrain. On était venu le chercher le jour de Noël pour lui demander s'il voulait embarquer sur le Ravenel. Alors c'était son cadeau, mais voilà. Mais c'est cette impression de vide. Et puis moi, je sais bien que mon mari, souvent, il rentre à 5 h du matin. Hein. Puis il y avait une façon, vous savez, d'appuyer sur la porte. Et moi, quand on savait que le bateau allait rentrer, c'était un signal, quoi. Et combien de fois j'ai cru entendre ce signal-là. L'océan conserve dans ses fonds la marque d'une terrible blessure que les familles voudraient voir apaisée en retrouvant au moins le lieu du naufrage. Quand j'allais, moi, Gérardin me disait « Vous en faites pas, Irène, c'est... On cherche, oh, oui, on cherche. » Je suis allé au ministère des Transports à Saint-Jean et pour demander s'ils n'avaient pas quelques archives pour savoir un petit peu ce qu'ils avaient fait, puis ce qu'ils avaient trouvé. Et puis on m'a répondu qu'il n'y avait pas d'archives. Du côté de Terre-Neuve, qu'il n'y avait pas d'archives, que le monsieur il avait cherché. Et puis il n'avait rien trouvé. Je suis pas tout seul, hein, parce qu'il y a un autre orphelin aussi qui avait écrit à Terre-Neuve. Puis il n'a jamais eu de réponse non plus. Je ne sais pas pourquoi. Parce que s'il n'a rien à cacher, il pourrait nous montrer. Hein. Pendant une vingtaine d'années, Bernard Folliot a été radio-maritime. Il était en activité au moment de la disparition du Ravenel. Je crois qu'aux archives, ils ont gardé quelques pages du PV antenne du Ravenel. Mais il y avait d'autres choses, il y avait plein de choses aux archives. J'ai eu l'occasion d'y accéder et puis ça a été balancé sans... Vous savez, ceux qui sont... Voilà. Ceux qui sont pas du pays s'en foutent de nos archives, je dirais cela, voilà. Les recherches pour retrouver le Ravenel n'ont réellement duré en tout et pour tout qu'une seule semaine. Il y a quand même des choses bizarres à dire. Des choses... on ne voulait pas nous dire, on ne voulait pas nous montrer, on ne voulait pas... donc je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.
avec de faire une lumière là-dessus, ou même, je ne comprends pas pourquoi les recherches du côté de la côte sud n'ont pas commencé déjà il y a 20 ans. C'est seulement plus de 40 ans après le naufrage que de nouvelles initiatives sont menées pour localiser l'épave. Un effort tardif et dérisoire aux yeux des familles. Mais on a eu espoir quand il y a eu un préfet qui était venu et qui était vraiment, je ne sais pas pourquoi, qui vraiment Et mais les 2 derniers, c'est pas pareil. avait l'air de vouloir faire quelque chose sur les familles et de retrouver l'épave. Vraiment, on a eu confiance. Mais malheureusement, il avait fini son séjour à Saint-Pierre et puis personne n'en a parlé. Mais il en parle, hein. Il téléphone souvent à Mario. Hein. Ah oui. Hein. Ah oui, et puis il en parle, le préfet, là. Ils disent qu'ils ont pris les recherches, tout ça. Il dit non. Des préfets qui changent tous les 2 ans. Des promesses non suivies. Je viens d'avoir l'accord du préfet maritime de l'Atlantique et des autorités canadiennes. J'ai donné les instructions nécessaires pour qu'une campagne de recherche commence sans délai. Les recherches de l'épave semblent être un dossier inextricable pour les autorités, qui n'ont pas souhaité s'exprimer sur le dossier. En conséquence, l'inscription d'une campagne de recherche de l'épave du chalutier le Ravenel dans la zone des hauts-fonds de l'Ameline sera réalisée en 2007. Alors que maintenant on a l'autorisation permanente des Canadiens pour y aller, 365 jours si on veut, je ne vois pas pourquoi ça freine comme ça. Voilà. Ben, c'est l'impression que ça donne, hein. Peut-être pas, je ne sais pas, je me trompe peut-être. Hein. Mais c'est l'impression que ça donne qu'il ne faut pas chercher trop loin, quoi. On attendait plus de compréhension du côté de la part de l'administration, du préfet, des inscrits maritimes, du commissaire de marine, du Fulmar. Bon, pour moi, ça ne bouge pas. Voilà, ils sont là, je vous dis, ils ont dû mettre ça dans le tiroir. Même à chaque fois qu'on fait une lettre, je suis sûr que c'est à peine s'ils la lisent. Quand il y a un petit chalutier ou même un grand qui disparaît au large de la Bretagne ou au large de la Vendée, ici où je suis, dans les 48 heures qui se passent, le bateau il est arrivé sur zone, le détecteur il sort son sonar et puis il retrouve le bateau, il le remonte. Après, vous avez vu le Bougalet de Brest, vous avez vu la petite Julie, ils ont retrouvé ça en l'espace de 24 heures. Au-delà de la pêche française, la tragédie du Ravenel pourrait aussi marquer l'histoire de la construction navale. Toujours intéressant de savoir, c'est évident. Pour les constructeurs, pour tout, même, il y a tout de... Si un jour on a d'autres bateaux, on va savoir de faire des bateaux plus lourds, je sais pas, c'est simplement une idée que j'ai comme ça. À Saint-Pierre, les recherches du Ravenel laissent un goût amer. On espère avoir un dragueur de mine, peut-être l'année prochaine. On attend. On est toujours en train d'attendre, ça fait 46 ans maintenant qu'on attend. On envoie des bateaux partout, alors on peut bien faire à Geste pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Au moins, ça nous contenterait, ça nous rassurerait si... et puis on serait définitivement... on n'en parlerait peut-être plus après. Avec le naufrage du Ravenel, plus rien ne sera comme avant. C'est sûr qu'après, on y pense quand on est en mer. Hein. C'est sûr que c'est plus pareil qu'avant, comme on n'a jamais fait le naufrage. Hein. On pense toujours au danger après. Hein. Après, ça passe, mais le début, c'est quand même dur. Hein. Lorsque le bateau s'est perdu, j'ai fait une promesse à mes parents de ne jamais plus naviguer. Et puis ça, j'ai tenu ça jusqu'au bout. Voilà. Quelques années plus tard, la SPEC devient une société de droit privé où le gouvernement n'a plus d'action.
Il faudra attendre 30 ans, l'âge d'un capitaine, pour qu'une nouvelle affaire occupe le devant de la scène maritime. Mais cette fois, ce n'est pas sur les flots ni dans les brumes que se déroule un naufrage. Maintenant, il ne risque plus d'avoir de naufrage, on n'a plus rien. Il ne reste que des petits bateaux qui vont, ça touche du pot pour ne pas que ça leur arrive, mais on n'a plus ces équipages de 15, 16, 17 hommes. Maintenant, c'est 2, 3, 4. En 1992, un traité sur la grande pêche est signé entre la France et le Canada. Au nom d'intérêts économiques, Paris cède une partie de ses quotas et de sa zone de pêche à Ottawa. C'est un naufrage pour l'activité industrielle de Saint-Pierre-et-Miquelon. La raison d'exister de Saint-Pierre a disparu, il n'y a plus le droit d'aller en pêche, il n'y a plus de quotas, il n'y a plus de zone, il n'y a plus rien du tout. Plus de port. Le port est là, il est vide. Ah ben, il y a eu un choix, ils se sont dit on ne va pas se mettre mal avec le Canada pour 5 000 poilus de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis voilà, ça s'est arrêté là, comme ça. Pour ceux qui ont vécu le drame du Ravenel, c'est une deuxième mort, une nouvelle trahison de l'État. Tous les marins se sentent compagnons posthumes des disparus de l'hiver 1962. On avait sorti une fois avec les 2 chalutiers, le marmouset et la goélette, pour aller pêcher dans les eaux qu'on n'avait pas le droit soi-disant, mais c'était quand même dans nos eaux à nous. Et là, on s'est trouvé à Saint-Jean 1 semaine en prison, avec les 2 équipages, 50 marins français. Et tout ça pour rien du tout, parce qu'on a tout perdu. Avec le traité de 1992, seule une trentaine de personnes vivent désormais encore de la pêche. Moi, la goélette, j'étais la chercher au Havre. Et 20 ans après, j'étais la conduire à Vigo et était vendue aux Espagnols. Ça fait qu'on n'a plus rien du tout aujourd'hui. Alors ici, boule des marins, mais il n'y a pas de bateau, alors... pas à peine, hein. Si le Ravenel avait allumé les rancœurs contre le pouvoir de la métropole aux décisions mal comprises, l'épisode franco-canadien conforte définitivement les Saint-Pierrais dans le sentiment qu'ils sont abandonnés de la République. Et pour parachever le tout, alors qu'ils sont encore nombreux à faire de la localisation de l'épave du Ravenel une priorité, voilà que des recherches vont être entreprises pour retrouver le moteur de l'Oiseau Blanc, l'avion de Ningesser et Colli, les 2 pilotes disparus en 1927 alors qu'ils tentaient une traversée de l'Atlantique. L'Oiseau Blanc, ça fait depuis 1929, je crois, ou 1924. Là, on est à découvrir la Pérouse depuis plus de 250 ans, donc pourquoi pas s'occuper du Ravenel un peu. On prétend aujourd'hui qu'on va trouver le moteur de l'Oiseau Blanc de Ningesser et Colli, quand on sait qu'un moteur, c'est vraiment pas gros, et puis on ne sait pas où il est tombé. Alors, on peut trouver le Ravenel avant. Là, ça m'a fait mal, hein. Ah, quand j'ai entendu ça à la télé, j'ai dit c'est pas possible, ça fait des années qu'on se bat, nous, pour trouver l'épave du Ravenel, et que pour une épave d'avion qui s'est peut-être même pas perdue... Ah, j'en ai pleuré, je me dis franchement. Comme si le sort de 2 héros du ciel méritait plus d'attention que le repos de 15 forçats de la mer. À Saint-Pierre-et-Miquelon, l'histoire du Ravenel se décline comme un épisode sans fin, une blessure mal soignée. Nous, on voudrait bien savoir où il est, puis faire notre deuil. J'ai toujours espoir, le 28 janvier, là, de voir la porte s'ouvrir, puis quelqu'un venir chez nous. Oh, ouais. Pas lui, hein, pas lui, mais... Ah, moi, ça m'est jamais venu à l'idée. Non, j'ai toujours eu dans l'idée de ça. Malheureusement. Pour vous? Ah non, non. « 15 corps qui jamais ne seront rendus à leurs proches. Des intérêts d'État qui dérogent aux principes de précaution et de sécurité. Le drame du Ravenel fait écho à la position de Saint-Pierre-et-Miquelon. Isolé, fragile, battu par les vents. L'archipel reste ballotté au gré des politiques successives, comme un pion, un confetti
perdu dans l'Atlantique Nord, toujours dépendant du bon vouloir de la métropole.